Écoutez, je suis désolé, j'ai pas de poste pour vous. Ah. Mais je peux vous proposer un stage. Tu vas me piquer ma place, un salope. Mais non, mais je suis juste en stage. Au début du mois, j'avais organisé une réception chez moi en l'occasion du bicentenaire de l'élection de James Monroe à la présidence des États-Unis d'Amérique. Bah oui, le 4 mars 1817, il est devenu le 5e président des États-Unis. Que voulez-vous, ça se fête, non? Bon, écoutez, tout le monde n'a pas forcément une bonne imagination pour trouver des prétextes pour faire la fête chez soi. Hein. Moi, je cherche sur Wikipédia. Voilà, c'est comme ça. Et donc, au cours de cette soirée, nous en sommes venus forcément à parler de violence. Je dis forcément parce que dans une soirée consacrée aux États-Unis, on finit toujours par parler de la violence. C'est un peu lié, non? Vous croyez pas? Enfin, l'histoire de ce pays s'est entièrement construite autour de l'usage de la violence. Allez donc demander aux Indiens ce qu'ils en pensent. Et bon... On ne va pas dire que l'élection de Trump a fait soudainement apparaître des cas de violence, même si le nombre d'agressions racistes qui ont suivi son élection est quand même très impressionnant. Mais disons, ça n'a pas franchement arrangé les choses dans un pays où la supériorité physique est idolâtrée, où l'agressivité est vue comme un bon moyen de réussir dans sa vie et sa carrière, et où la violence, d'une manière générale, est une donnée culturelle parfaitement assimilée et acceptée. Il n'y a qu'à voir les super-héros représentant ce pays dans l'imaginaire comicsien. Ce ne sont que des super muscles, super gros bras, super castagnes, ceux qui, comme moi, attendent des super-héros qui défendent des valeurs humanistes à grands coups de connaissances, de culture et de réflexion, mourront sûrement aussi frustrés qu'un amateur de partouze libertine dans un meeting de la Manif pour tous. Parler de crimes racistes qui ont accompagné l'arrivée de Trump au pouvoir m'a fait forcément dériver sur la police américaine qui semble vouloir organiser un bal-trap dès qu'un citoyen un peu trop foncé de peau lui tourne le dos. Et là, je me suis dit que quand même, j'avais de la chance de vivre en France, ce beau pays où la police fait son travail correctement et ne violente pas arbitrairement la population. J'en étais à peu près là dans mes pensées lorsqu'un convive me fit remarquer que je saignais abondamment du nez, ce qui me fit réaliser qu'à coup sûr mon bullshitomètre, situé tout contre le lobe frontal de mon cerveau, venait de péter. Bullshitomètre en français, on traduirait ça en conneries-o-mètre. Ça mesure la taille et le degré des conneries auxquelles je pense et l'unité de mesure, c'est le Nadine Morano. Par exemple, si je dis « j'aime bien manger du caca », ça fait à peu près 0,5 de Nadine Morano. Mais par contre, si je commence à penser des trucs du genre « les électeurs de droite doivent être drôlement intelligents », leurs hommes politiques sont tous tellement honnêtes et intègres, le liquide dedans peut se mettre à bouillir et l'appareil explose, faut pas déconner, ce genre de sujet c'est très sensible. Bref, en France comme aux États-Unis, il est de notoriété publique que le travail de la police est pour dire les choses de manière consensuelle, salement entaché par la brutalité stupide de certains des corps qui la constituent. Ainsi, aucune personne sensée ne viendra chanter la délicatesse et le raffinement d'un quart de CRS, en dehors naturellement, de toute volonté ironique ou parodique. La brigade anticriminalité de son côté aurait du mal à présenter des candidats crédibles à la France à un incroyable QI, émission que je produirai sûrement sur Arte le jour où les revenus de mon emploi de stagiaire me le permettront. Quant à la gendarmerie montée, pendant gendarmesque des CRS, on ne peut pas dire qu'elle soit majoritairement composée des esprits les plus éclairés de notre siècle. Je vous laisse apprécier l'effort que je fais pour dire les choses gentiment, m'étant moi-même, alors que je n'étais encore qu'un bambin d'une dizaine d'années, fait gentiment gazer la gueule lors d'un sitting sur une route de montagne avec mes parents, ma grand-mère et mon chien. Sitting pacifique donc, puisque comme son nom l'indique, un sitting se pratique assis et c'est assez difficile de manier le couteau papillon, le pavé ou le nunchaku dans cette position, surtout avec ses enfants, son chien et ses grands-parents autour. Non. En l'occurrence, le maintien de l'ordre aujourd'hui dans nos contrées se fait toujours en mettant des objets potentiellement très dangereux entre les mains de babouins en uniforme, souvent surexcités et avides de violence, en les lâchant dans la nature après les avoir convaincus qu'ils sont investis d'une mission éducatrice, voire disciplinaire, à l'égard de la population. Et surtout d'une impunité garantie par leur fonction. Notre société n'est toujours pas sortie de cette espèce de fantasme idiot et primitif qui voudrait que la violence soit la réponse infaillible à tout et permettrait de s'épargner l'effort de la réflexion. Parce que c'est exactement ce dont il s'agit, taper pour ne pas être obligé de remettre en question ce qui est établi. Tu voudrais que je me pose des questions sur ma légitimité ? Mais je vais te casser la gueule jusqu'à ce que tu te taises, dusses-tu en mourir ? Alors oui, j'utilise ici le subjonctif imparfait du verbe devoir, ce qui est une flagrante incohérence dans mon discours, puisque je mets en scène un personnage qui a tellement suivi à l'école qu'il pense qu'on parle de sa mamie quand on emploie le mot grammaire. Mais bon, cessez de m'importuner, de me couper pour dire des âneries pareilles, j'ai encore des choses à dire. Il est aujourd'hui clairement incontestable que l'usage de la violence dans une intention éducatrice est au mieux inefficace et la plupart du temps totalement contre-productif. En effet, quelles conséquences positives peut-on imaginer qu'une torgnole aura sur une personne qui conteste la légitimité de l'autorité de la personne qui lui met cette torgnole ? La seule conséquence que ça peut avoir, c'est un accroissement du sentiment d'injustice, une volonté de renverser la hiérarchie imposée pour pouvoir, à son tour, coller des torgnoles en toute impunité à l'autre pour lui faire dire qu'on a raison.
Et donc, in fine, la personne qui s'est prise la dite torgnole va faire tout son possible pour se retrouver dans une situation où elle est, elle, à même de tabasser son ancien oppresseur. Ce qui explique l'émergence, par exemple, des Black Blocs pendant les manifestations contre la loi travail. Ces groupes d'anonymes masqués qui venaient protéger les manifestants contre les CRS, bah oui. Et si possible, mais pas toujours, défoncer des CRS, bah oui. Partant de là, quel est le but que l'on recherche lorsque l'on envoie 3/4 de CRS arracher les yeux des manifestants, la plupart du temps pacifistes? Je veux bien qu'un dictateur nord-coréen fantasme sur une population bien disciplinée qui crache où on lui dit de cracher, ne remet pas en question l'ordre établi. Mais dans la patrie des droits de l'homme, ne vaut-il pas mieux s'assurer d'abord que le système établi soit bel et bien irréprochable avant de tabasser les gens qui lui font des reproches? Car à trop user de la tonfa, on donne l'ambition aux contestataires d'aujourd'hui de devenir les enfonceurs de matraque de demain. Et ce jour-là, il sera conseillé à Manuel Valls de marcher dos contre les murs. La matinale Radio Campus Montpellier.